S'il y a bien un fantasme extrêmement populaire au sein de l'humanité, c'est bien celui de ne jamais disparaître et de vivre éternellement. Raconté de toutes les manières et à peu près sous tous les moyens d'expression, le mythe de la vie éternelle est un de ces sujets qui nous fascinent de par son caractère à nous faire tromper la mort. Pourtant, des pouvoirs sympas dans la nature, il y en a plein d'autres, hein. Voler, changer de couleur, faire de la lumière, ou des micro-implosions aquatiques avec ses pinces, il y a de tout. Mais faut avouer que se dédouaner du temps et de ses conséquences, c'est plutôt classe, ce qui a conduit des générations d'hommes à chercher d'illustres objets tels que le Graal ou encore la fontaine de Jouvence, alors que bien évidemment, encore une fois, la solution était juste cachée au fond des océans. Malheureusement, là on déconne pas. S'il y a bien une créature aquatique qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, c'est la Turritopsis nutricula, ou méduse dite immortelle. Présentée parfois comme une créature incroyable ainsi qu'un casse-tête biologique de par son fonctionnement, ce petit bout de gélatine possède en effet diverses capacités qui sur le papier peuvent être assez perturbantes. Puisque là on parle d'une méduse qui peut littéralement revenir de son stade adulte à juvénile. Donc rajeunir. Du coup, vous vous en doutez, devant une info pareille et la tendance qu'ont certains médias à privilégier le sensationnel, notre petite méduse a bien été vendue à toutes les sauces, sans finalement parfois expliquer le fond du problème, comment ça marche. Non, parce que c'est bien beau de crier la vie éternelle, mais faut surtout essayer de la comprendre, et de se mettre d'accord sur la notion même d'immortalité, ce qui est pas toujours évident. Enfin bref, tromper la mort, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment ça marche? Bienvenue pour cet épisode 10 de Curiosity. Pour commencer à comprendre comment tout fonctionne chez cet animal, il va falloir qu'on prenne le temps de poser 2-3 bases en matière de biologie cellulaire. Mais pas de panique, on va faire ça étape par étape et en utilisant des exemples assez concrets. Si vous êtes déjà un peu familiarisé avec la science de la biologie, vous êtes sans doute au courant que nous sommes faits de chair et de sang constitués d'organes qui sont eux-mêmes constitués de cellules. Pour donner tout ça, il a fallu au départ que 2 choses se rencontrent, à savoir un ovule et un spermatozoïde pour donner ce qu'on appelle une cellule œuf, qui sera à l'origine d'une bonne partie de ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce qui est super intéressant dans ce phénomène, c'est qu'on part d'une seule cellule pour aboutir à une main, des pieds, un œil, alors qu'à la base, on n'a presque rien. En fait, cette cellule œuf, elle est assez spéciale, puisqu'elle possède la capacité de pouvoir se transformer en à peu près tout ce qui constituera votre futur corps, que ce soit une cellule de bras, de jambes, de cœur. On parlera alors de cellules dites indifférenciées. Et cette capacité, elle existe tout simplement car l'ADN de ces cellules, c'est-à-dire l'ensemble de leurs informations génétiques, est totalement actif, et peut donc conduire à la formation de tout ce qui est codé en son sein. Sauf que cette habilité, on la perd un peu au cours du temps, car progressivement, certaines de ces informations vont être entravées pour donner uniquement un type de cellule en particulier, et commencer à organiser un peu tout ça, histoire qu'on passe d'une boule de chair à un bébé, tant qu'à faire. C'est donc progressivement que tout se met en place, et que ce pouvoir de certaines de ces cellules disparaît pour donner des cellules dites différenciées. Ce qui est plutôt cool, parce que si elles pouvaient continuer à devenir n'importe quoi, on pourrait se retrouver avec un paquet de trucs qui nous pousseraient un peu partout, ce qui serait le bordel. Du coup, cette capacité, elle est généralement très limitée, ce qui rend ce genre de phénomène assez rare, présent uniquement dans des cas particuliers, comme chez les embryons, ou chez notre petite amie gélatineuse, dont on va étudier maintenant le fonctionnement. En temps normal, la vie d'une méduse, ça passe par plusieurs états. Commençant encore une fois par une cellule œuf, elle va par la suite se changer en larve avant de se fixer sur un support pour se transformer en ce qu'on appelle un polype. Car même si vous avez l'image d'un animal passant son temps à nager et à pourrir vos sorties à la plage, il faut savoir que cet aspect de gélatine flottante ne reflète en réalité qu'une partie de sa vie, l'autre ressemblant en plus à cela, de la gélatine non flottante. Une fois ce stade atteint, ce polype va alors se scinder en plusieurs petites parties, formant de petites méduses qui vont être relâchées avant d'atteindre leur maturité, d'engendrer d'autres individus et de finalement rendre l'âme. Enfin ça c'est en théorie, parce que la Turritopsis nutricula, une fois qu'elle arrive au bout du cycle, elle peut tout simplement le recommencer. Car là où une méduse finirait par mourir après s'être reproduite, eh bien la nôtre peut à travers différentes transformations revenir à un stade en arrière, lui permettant d'être à nouveau un polype et de recommencer tranquillement sa vie. Du coup, vous vous en doutez, depuis sa découverte en 1857, ce petit bijou biologique a fait l'objet de nombreuses recherches afin de comprendre comment fonctionnait ce mécanisme. Ce qui ressort de la plupart de ces expériences, c'est qu'il est généralement occasionné à cause d'un stress, que ce soit un changement de température ou une agression physique, et que celui-ci fait repasser les cellules de cette méduse à l'état indifférencié. L'état où elles peuvent se transformer en n'importe quoi. Alors qu'à la base, elles avaient un rôle bien défini. Du coup, il y a bien quelque chose qui provoque ce changement. Tout à l'heure, on a vu que pour organiser un être vivant, certaines parties de notre ADN devaient être mises sous verrou afin d'ordonner un peu les choses. Et bien là concrètement, notre petite méduse peut faire sauter ces verrous avant d'en remettre à d'autres endroits pour finalement se transformer en totalement autre chose. Et grâce à cela, elle peut passer son temps à utiliser des cellules différenciées et indifférenciées pour jongler entre son état d'adulte et de plus jeune, ceci lui donnant son caractère immortel.
Je mets des guillemets parce que cette capacité, ça va pas non plus l'empêcher de tomber malade ou de se faire déchiqueter par un prédateur, donc échapper à la mort, oui, mais seulement si tout se passe bien. De plus, là on parle d'une totale réorganisation de son corps, tout ce qui était présent va donc soit mourir, soit se transformer, ce qui selon certains chercheurs pourrait s'apparenter à une sorte de métamorphose. Donc finalement, est-ce vraiment le même animal qu'au départ? Pour ma part, je considère cela un peu comme une régénération type Doctor Who. Pour ne se connaissant pas la série, celle-ci raconte les aventures d'un alien voyageant à travers l'espace et le temps, qui lorsqu'il doit mourir se régénère en une personne totalement différente, tout autant physiquement que moralement. Et de mon point de vue, notre petite Méduse s'apparente énormément à ses protagonistes, car même s'ils donnent l'impression d'une vie éternelle, ils n'en restent pas moins différents tout au long de leur existence. Du coup, est-ce vraiment de l'immortalité? Je vous laisse ce débat en commentaire. Pour revenir à l'aspect scientifique de ce phénomène, l'une des questions les plus importantes concerne l'origine de ce mécanisme. Est-il uniquement présent et possible dans cette méduse, ou est-ce une technique applicable à l'ADN en général, et donc à d'autres organismes? Non, parce que vous vous en doutez, une capacité pareille, ça fait des envieux. En fait, plus les années passent, plus on remarque que cette méduse n'est pas vraiment la seule à pouvoir transformer ses cellules. Que ce soit pour l'axolote ou la salamandre, plusieurs autres animaux semblent eux aussi posséder ce pouvoir, ce qui leur permet généralement d'acquérir de grandes capacités de régénération. Ce qui finalement est aussi le cas de notre méduse, mais poussé à l'extrême. Mais ce qu'il faut surtout réaliser, c'est qu'actuellement, personne n'y comprend vraiment rien. On sait que cela a à voir avec des changements et des verrouillages au niveau de l'ADN, mais pour les expliquer, cela fait entrer en jeu beaucoup trop de facteurs pour qu'on puisse décrire l'ensemble du phénomène. Néanmoins, certaines recherches semblent montrer que nous sommes sur la bonne voie, puisqu'en 2006, une équipe japonaise avait réussi à transformer des cellules de souris en cellules embryonnaires, en manipulant l'expression de leurs gènes. Du coup, serait-ce aussi applicable à l'homme? Et bien même s'il semblerait que les mammifères ne seraient pas très réceptifs à cette technique, quand on réfléchit, on peut se rendre compte que ce potentiel, on l'a un peu tous en nous, puisque pour donner la vie, on va avoir besoin de cellules qui vont devoir former tout ce qu'il y a dans un bébé, donc avec un ADN totalement déverrouillé. Du coup, ce mécanisme, il est forcément présent dans la formation d'ovules et de spermatozoïdes, qui pourront par la suite fusionner pour donner justement des cellules indifférenciées. En d'autres termes, la clé de tout ce pouvoir serait donc dans nos organes génitaux. Ce qui est vachement ironique quand même. Dans le futur, la reprogrammation cellulaire aura sûrement une énorme importance en matière de médecine, mais aujourd'hui, cela reste une science très jeune qui peut nous laisser seulement rêver à de nombreux fantasmes. Ce qui reste quand même génial avec cet animal, c'est ce caractère à toujours nous faire repousser les limites de notre imaginaire. Car là où certaines choses semblent appartenir au monde des mythes et des légendes, d'autres se révèlent beaucoup plus réelles qu'on ne pensait, nous montrant bien que, bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Donc gardez bien en tête que rien n'est encore totalement découvert. Peut-être arriverons-nous un jour à un stade où l'homme pourra totalement contrôler sa biologie, mais en attendant, beaucoup de choses restent encore hors de notre portée. Mais ce qui est sûr, c'est que cette petite méduse n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Bon nombre de recherches sont encore en cours, et nous livrerons sûrement dans les prochaines années bon nombre de surprises. Surprises qui nous rendront peut-être un jour tout aussi immortels.